Salutations et bienvenue après notre exploration la semaine dernière de la Grèce antique et sa vision très philosophique des abeilles. On met le cap aujourd'hui sur une autre grande civilisation, l'Égypte antique. On va regarder un peu comment les Égyptiens ils pratiquaient l'apiculture, comment ils utilisaient le miel, la cire, une relation qui s'annonce peut-être un peu différente. Oui, tout à fait. C'est une approche, disons, peut-être plus pragmatique, hein. On va s'appuyer sur une thèse en pharmacie très intéressante sur les usages médicaux, et puis aussi des articles qui retracent un peu toute cette longue histoire. Ok, donc notre objectif, c'est de décortiquer un peu ça, comprendre leur technique, l'importance réelle du miel et de la cire dans leur société, leur médecine et même leurs rituels funéraires apparemment. C'est exactement ça. On va essayer de voir ce qui ressort le plus pour comprendre pas seulement comment ils faisaient, mais aussi pourquoi. Pourquoi c'était si important pour eux. Alors, pour commencer, il faut dire que cette histoire entre l'homme et l'abeille, ça date pas d'hier. Et ça n'a pas commencé en Égypte d'ailleurs. Les sources mentionnent une peinture rupestre assez incroyable en Espagne. Ah oui, la Cueva de la Araña, elle est impressionnante. On parle de 5000 ans avant notre ère, quelque chose comme ça. On y voit une scène de récolte, une silhouette qui grimpe pour atteindre un essaim sauvage dans une roche. C'est entouré d'abeilles, on imagine le risque, hein. Ah oui, on imagine bien. Ça montre que déjà à la préhistoire, le miel, ça valait le coup de prendre des risques, hein. Mais en Égypte, justement, l'abeille, ça va devenir plus qu'une simple source de sucre. Elle prend une dimension sacrée. Tout à fait. La mythologie égyptienne lui donne une origine carrément divine. Il y a cette légende comme quoi les abeilles seraient nées des larmes du dieu soleil, Ré, des larmes tombées sur le sable. Quand on sait l'importance de Ré, ce n'est pas rien comme filiation. Et ça explique sans doute pourquoi elle devient un symbole royal aussi fort, associé au pharaon comme souverain de la Basse-Égypte dans le delta. Le hiéroglyphe de l'abeille, bit, on le retrouve dans la titulature Nesut Biti. Oui, celui du jonc et de l'abeille, symbole de l'union des deux terres. C'est puissant politiquement et religieusement. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de la vénérer. Ils sont devenus de vrais maîtres en apiculture organisée, bien plus que la simple cueillette sauvage qu'on voit en Espagne. Ils ont été parmi les premiers à la domestiquer. Et concrètement, comment ils s'y prenaient? On a une idée de leur ruche? Les sources en parlent? Oui, oui, les représentations, l'archéologie, l'USIP, tout ça pointe vers des ruches horizontales, souvent des cylindres ou des sortes de tubes rectangulaires, fabriqués en argile crue, mélangés à de la paille ou parfois en poterie. Et ces tubes, ils les empilaient les uns sur les autres. Ça formait des véritables murs de ruches. On en voit des dessins dans des tombes, comme celle de Réquemiré. Des murs de ruches, c'est une image forte, ça. Ça suppose une sacrée organisation. Et pour récolter le miel là-dedans, dans ces tubes horizontaux, ce n'est pas évident, on imagine. C'est une bonne question. Les images suggèrent qu'ils utilisaient la fumée, comme aujourd'hui en fait, pour calmer les abeilles. L'apiculteur, on le voit souvent avec un genre de peau fumigène. Il enfumait une extrémité du tube pour repousser les abeilles vers le fond. Et comme ça, il pouvait accéder aux rayons de miel près de l'entrée et les découper, probablement une récolte partielle pour pas flinguer la colonie. Malin et plutôt durable finalement. Cette maîtrise technique, ça a dû permettre d'avoir beaucoup plus de miel et de cire, de façon plus régulière. Ah oui, bien sûr. Et du coup, ça explique pourquoi ces produits se sont retrouvés partout dans la vie quotidienne. Le miel, c'était un des rares sucres disponibles, alors en cuisine, pour les gâteaux, les boissons. C'est là qu'intervient cette histoire de lune de miel. Oui, c'est une anecdote qu'on raconte souvent. Bon, l'origine historique exacte, c'est un peu débattu, hein, mais la tradition voudrait que les jeunes mariés égyptiens devaient boire une boisson au miel, genre hydromel, pendant 1 mois après le mariage. Peut-être pour la fertilité ou pour assurer un début de vie doux, quoi. Que ce soit vrai ou pas, ça montre bien l'association du miel avec la fête, la vie. C'est joli comme image. Mais bon, au-delà de la cuisine et des coutumes, les sources et surtout la thèse qu'on a consultée insistent sur un autre rôle, peut-être encore plus important, la médecine. Et là, le papyrus Ebers est incontournable. Ah oui, absolument. Ce papyrus, il date de 1550 avant Jésus-Christ à peu près. C'est un des plus anciens et des plus longs textes médicaux qu'on connaisse. Plus de 20 mètres de long. Avec presque 900 recettes, des formules magico-médicales pour tout un tas de maladies. Et le miel, là-dedans, il est omniprésent. C'est peu de le dire. La thèse souligne ça. Sur les quelques 900 remèdes, plus de 500 contiennent du miel. Plus de la moitié. Plus de 500, c'est énorme.
Oui, c'est stupéfiant en fait. Ça nous dit que le miel, ce n'était pas juste un ingrédient de plus, c'était peut-être la substance de base de leur pharmacopée, un vrai pilier de leur médecine. D'accord. Et il l'utilisait pour quoi, concrètement? Juste pour que les potions aient meilleur goût? Alors oui, ça aidait sûrement à faire passer des trucs amers, mais c'était bien plus que ça. La thèse détaille pas mal d'applications tirées du papyrus. L'une des mieux documentées, c'est pour soigner les plaies et les brûlures. Il l'appliquait directement ou dans des pansements assez complexes, souvent mélangés avec de la graisse, des résines. Et ça fait complètement écho à ce qu'on sait aujourd'hui sur ses propriétés antiseptiques, cicatrisantes, l'acidité, la faible teneur en eau, les enzymes qui produisent du peroxyde d'hydrogène. Il ne connaissait pas le mécanisme, mais il voyait bien que ça marchait. Exactement. C'est la force de l'observation accumulée pendant des siècles. Et au-delà des plaies, on le trouve dans des remèdes pour les problèmes digestifs, maux d'estomac, intestin, pour les reins, les poumons, la toux, et même pour les yeux, dans des collyres. Du miel dans les yeux? Ça surprend un peu, non? C'est pas très liquide. Les sources disent comment il préparait ça. Le papyrus hébert se donne parfois des détails. Pour les yeux, le miel devait être filtré, peut-être dilué, mélangé à d'autres choses comme du lait maternel ou des extraits de plantes. On l'utilisait en collyre ou en onguent sur les paupières, sans doute pour ses effets apaisants, anti-inflammatoires peut-être ou antibactériens. Et puis, ça servait aussi d'excipient, de véhicule pour d'autres produits actifs. Une polyvalence incroyable. Et la cire d'abeille, elle jouait un rôle aussi dans tout ça ou non? Oui, la cire aussi, moins présente que le miel dans le papyrus héberse, mais elle y est. La thèse mentionne son utilisation dans des onguents, des emplâtres. Ses propriétés sont différentes mais complémentaires. Elle repousse l'eau, elle est hydrophobe et elle forme une barrière, elle est occlusive. Donc parfaite pour protéger les brûlures ou certaines plaies du milieu extérieur et garder l'hydratation. Oui, on imagine bien pour coller un pansement ou comme base pour des crèmes à appliquer sur la peau. Exactement. Elle est malléable avec la chaleur, donc facile à travailler. On l'utilisait aussi pour les douleurs articulaires, sans doute en cataplasme chaud, et parfois il combinait même miel et cire. La cire servait aussi à faire des suppositoires, des pilules comme liant. D'accord. On a donc une image assez claire de l'importance médicale. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Vous parliez des rituels funéraires aussi. Le miel et la cire dans l'embaumement. Oui, leur rôle est attesté, même si les détails font parfois un peu débat. Le but de l'embaumement, c'était de préserver le corps pour l'éternité, d'éviter la décomposition. Le miel, avec ses propriétés antimicrobiennes, aurait pu servir à nettoyer les cavités du corps ou comme conservateur. Et la cire? Avec son côté imperméable, ça a dû être utile. Très probablement, la cire d'abeille servait à sceller les incisions faites pour retirer les organes, ou à boucher les orifices naturels, nez, oreilles, bouche, pour empêcher l'humidité ou les insectes d'entrer. On a aussi retrouvé des amulettes en cire sur les momies. Et parfois, on pense qu'ils enduisaient la peau ou les bandelettes de cire pour renforcer l'étanchéité. C'est une utilisation très logique de ces propriétés physiques. Là, le côté pratique rejoint vraiment le symbolique. L'abeille, née des larmes de raie, qui donne des substances pour lutter contre la décomposition et assurer la vie éternelle. C'est au cœur de leur croyance sur l'au-delà. C'est une très belle illustration de cette intégration totale, oui. Et ça nous amène à comparer avec les Grecs dont on parlait la semaine dernière. Les sources comme l'article du Monde, elles soulignent une différence d'approche, non? Oui, justement. Alors que les Grecs, comme Aristote, étaient fascinés par l'organisation de la ruche, la société des abeilles, et y voyaient des leçons de philo, de politique. Les Égyptiens, eux, Les Égyptiens, tout en reconnaissant ce côté sacré et royal, ils semblent avoir eu une approche beaucoup plus orientée vers l'application. L'intérêt, il était massivement porté sur les produits, le miel, la cire, et leur utilité concrète. surtout en médecine et dans les rituels. Le symbole était là, très fort, mais il était lié à ce que l'abeille donnait. Moins de spéculation sur la vie de la ruche, plus d'exploitation pragmatique, basée sur une observation très fine des propriétés. Une connaissance empirique, très poussée, transmise et affinée pendant des siècles, bien avant qu'on comprenne les mécanismes scientifiques derrière. C'est peut-être ça le grand héritage égyptien en apiculture. Je crois que c'est une excellente façon de résumer, oui. L'Égypte antique, c'est vraiment l'image d'une civilisation pionnière dans la domestication de l'abeille, dans la rationalisation de l'apiculture avec ses ruches horizontales, une civilisation qui a élevé l'abeille au rang de symbole divin et royal, mais qui a surtout su exploiter de façon intensive et très diverse les vertus du miel et de la cire.
L'omniprésence du miel dans le papyrus Hébers, c'est sans doute la preuve la plus éclatante de cette expertise. Tous ces savoirs, écrits sur papyrus ou gravés dans la pierre, ça nous donne un aperçu vraiment précieux. On sent une compréhension profonde des produits de la ruche, appliqués avec méthode à plein de problèmes de santé et de rituels. C'est un héritage assez impressionnant qui montre une relation vraiment maîtrisée avec la nature. Alors pour finir cette exploration, une question me vient, un peu pour prolonger la discussion. Toutes ces connaissances égyptiennes, si anciennes, si développées, sur l'apithérapie, les techniques, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Est-ce qu'elles ont influencé les civilisations suivantes, les Grecs, les Romains? Est-ce que ça a traversé les siècles pour nous parvenir, même indirectement? Ou est-ce qu'une partie de tout ça s'est perdue avec le temps? C'est une excellente question, ça. La question de la transmission des savoirs anciens, comment ces pratiques ont voyagé, comment elles se sont transformées ou peut-être ont été redécouvertes plus tard, ça ouvre une piste de réflexion vraiment passionnante sur les continuités et les ruptures aussi dans l'histoire des sciences. Une piste à creuser, en effet. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de l'Égypte antique et de sa relation très spéciale avec les abeilles. Et à très bientôt pour une nouvelle exploration.